en précisant votre nom et l'organe que vous représentez. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup aux différents ministres. Mes questions sont, je m'appelle Demba Dieng, journaliste au service économique du quotidien national Le Soleil. Mes questions sont particulièrement adressées à Monsieur le ministre des Finances, Cheikh Diba. La première est celle-ci. Elle concerne la mobilisation des ressources publiques. D'abord, maintenant, quelles sont les astuces du gouvernement pour mobiliser davantage les financements et mettre en œuvre les programmes publics dans un contexte où sa signature semble entamée par la vérité des chiffres et l'état des finances publiques? Merci. Une question par journaliste, s'il vous plaît. Une seule question. S'il vous plaît, une question par journaliste. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Aminatou Diallo, je suis journaliste à la radio économique Trade FM. Alors avec ce niveau d'endettement assez élevé de 2019 à 2024, j'aimerais savoir est-ce que le gouvernement a un projet de s'endetter davantage? Si oui, est-ce que l'état financier le permettra côté soutenabilité quoi? Alors la deuxième question... Une question par journaliste, une question s'il vous plaît. Bonjour, Maguette Sey, Walf Quotidien. Je m'adresse au ministre de la Justice. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y a des ministres qui seront poursuivis, d'anciens ministres, des directeurs généraux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste de personnes qui seront incriminées? Vous l'avez dit, hein, il y a la présomption d'innocence, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste? Est-ce que aussi il y a des noms, on peut avoir des noms, si oui ou pas? Mais on aimerait avoir une idée des personnes qui pourraient être poursuivies quand même. Merci. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas répondre aux 3 questions et faire une deuxième série? Ne faudrait-il pas poser 5 questions? Ok. D'accord. Alors, Sénégal, pays de la Teranga, on va laisser la presse internationale poser sa question. Merci beaucoup, madame. Catherine Heye, journaliste de Bloomberg News. Suite de mes collègues qui a aussi posé des questions par rapport à ce niveau de dette élevé. Est-ce que vous attendez une dégradation de notes de l'agence de notation? Et comme si ça c'est le cas, comment vous comptez financer le financement pour 2025? Est-ce que ça change votre programme si vous ne pouvez pas aller au marché extérieur de la dette? Cher Fall. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, cher ministre. Donc, merci également pour cet exercice de redevabilité, comme vous l'aviez précédemment tenu en septembre 2024. Alors, ma question... Vous êtes monsieur Cher Fall. Cher Fall. Oui, de quel organe? Dakar Actu. Dakar Actu. Voilà. Donc, j'avais 2 questions, mais bon, l'une a été prise en compte par mon confrère. Ah, donc c'est bon, hein? Voilà, donc, mais bon, c'est juste une question destinée au ministre de la Justice concernant donc le président de la République, l'ancien président Macky Sall. On parle très souvent donc de lui par rapport donc à la haute cour de justice. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre réellement donc à cette je vais dire cette justice qui va s'enclencher autour de cet ancien président de la République? Alors, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à une poursuite pour haute trahison concrètement de cet ancien président de la République? C'est destiné bien évidemment au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci. Merci. Nous avons 5 questions. Oui, donc nous allons donner tour à tour la parole à monsieur Cheikh Diba pour la première question de monsieur Demba Dieng. Voilà, allez-y monsieur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Du quotidien Le Soleil a posé
Une question relativement à la mobilisation des ressources, je suppose internes, mais aussi à notre capacité de mobiliser des ressources externes, compte tenu véritablement des implications de cet exercice. Interne, quelles sont nos stratégies d'amélioration de la mobilisation des ressources et par ailleurs, quelles stratégies d'endettement nous comptons mettre en œuvre pour juguler véritablement les implications et essayer d'irriguer notre économie et avoir les ressources nécessaires pour financer notre action publique. Je pense que je l'ai dit tout récemment d'ailleurs à l'occasion d'une sortie à l'Assemblée nationale que, à l'instar de ce que le Premier ministre et le Président de la République ont annoncé depuis qu'ils étaient véritablement dans l'opposition, c'est qu'un pays doit compter d'abord sur ses ressources propres. Véritablement, puisque la dette, c'est même des ressources propres différées. Donc l'enjeu, fondamentalement, qui va nous amener à assainir la situation actuelle, c'est le renforcement de la capacité de mobilisation de nos ressources internes. Et ces ressources internes se situent fondamentalement à deux niveaux. C'est les ressources qui sont véritablement gérées au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines pour vous permettre d'avoir une visibilité en tout cas contextuelle, factuelle, et les ressources qui sont poursuivies et mobilisées par la Direction générale des douanes. Et de manière subsidiaire, la Direction de la comptabilité publique qui encaisse des ressources par constatation, étant entendu que son rôle, c'est véritablement de travailler à enregistrer les transactions dans le secteur public. Ce que nous entendons faire, c'est avoir une deuxième génération de stratégies de mobilisation des ressources à moyen terme. Nous avons eu une première génération de SRMT. Cette SRMT a donné les résultats qu'il a donnés, mais nous entendons, compte tenu des enseignements que nous pouvons tirer de l'exercice de mise en œuvre de cette première stratégie de mobilisation des recettes, porter à un autre niveau. La première des choses, la première des actions que nous entendons mettre en place, c'est une réforme du Code général des impôts. Ça, je pense que c'est clair, on l'a dit. Pourquoi réformer le Code général des impôts? Voyez-vous, le Code général des impôts actuel du Sénégal, qui est une loi de 2012, est une réforme, une somme de réformes des codes antérieurs, c'est-à-dire que des codes qui datent des années 76, vers la fin des années 76, début des années 80. Est-ce qu'il est concevable qu'aujourd'hui, en 2025, qu'on ait un Code général des impôts de manière caricaturale qui fiscalise l'économie des années 80? Manifestement, il y a un déphasage. Et donc, si nous voulons véritablement être dans l'air du temps, si nous voulons capter véritablement les niches de recettes que nous pouvons retrouver dans l'économie moderne, qui est une économie numérique, qui est une économie de télécommunications, qui est une économie basée sur des ressources naturelles que nous avons, mais il nous faut réinventer un nouveau Code général des impôts. Et nous avons aujourd'hui stabilisé les termes de référence, élaboré une lettre de mission adressée au Premier ministre qui a donné avec ses équipes toutes les orientations requises afin que la Direction générale des impôts puisse dérouler cette nouvelle réforme du Code général des impôts. Et l'innovation cette année, c'est de dire qu'il n'est plus question, et ça je l'ai souvent répété à certains acteurs avec qui nous interagissons, il n'est plus question que l'administration, que la Direction générale des impôts et des domaines, quoique constituée d'experts en matière fiscale, s'enferment dans les locaux du bloc fiscal et nous viennent avec un code qu'ils ont élaboré dans un français, un droit limpide, bien rédigé, plus ou moins même simple. Non. Certainement, il nous aiderait à procéder à une bonne modélisation juste des aspects juridiques de notre code, mais il manquerait de vigilance pour des raisons qu'on pourrait accepter. Pour la plupart, nos administrations fiscales sont constituées de juristes qui sont très brillants, mais le juriste, son métier, ce n'est pas aussi d'appréhender le secteur du numérique. Le juriste, il peut être très brillant,
le fiscaliste peut être très brillant dans la modélisation de la norme fiscale, mais il peut méconnaître les enjeux que l'on peut retrouver dans le secteur des télécommunications, des secteurs des mines, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons dit que l'innovation de la définition de la norme cette fois-ci, c'est que tous ces acteurs-là seront impliqués de façon à avoir une assiette qui rend davantage compte et de manière assez fidèle des réalités du secteur et permettre maintenant à nos administrations fiscales de pouvoir procéder à une bonne normalisation, une bonne modélisation au plan juridique de cette matière-là. Ça, c'est un enjeu majeur parce que ça devra nous permettre de réussir cet exercice-là d'élargissement de l'assiette fiscale. Ça, c'est du point de vue normatif. Mais de notre point de vue, l'élargissement de l'assiette répond aussi à des velléités de digitalisation. Nos administrations ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années. La Direction générale des douanes notamment, tout le monde connaît le Gaindé, tout le monde connaît véritablement tous les efforts qui ont été faits. Tout le monde connaît tous les efforts qui ont été faits au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines pour automatiser les procédures, mais il reste encore du chemin à faire. L'interopérabilité, véritablement, des plateformes qu'on peut retrouver à la douane, au budget, au trésor, et ainsi de suite, devrait nous permettre de dénicher des entités économiques qui étaient dans le secteur informel et de pouvoir les amener à travers même nos centres de gestion agréés à un meilleur formalisme afin de contribuer davantage à l'effort de mobilisation de nos recettes. Il y a aussi les efforts de facturation électronique. Nous sommes dans un univers aujourd'hui moderne. Dans les pays avancés, nous avons des méthodes qui permettent, quel que soit le lieu où l'opération et une transaction est opérée, qu'on puisse, à travers d'autres acteurs qui sont connus, qu'on puisse capter ces transactions-là et voir quelle est la part de contribution à l'effort de construction nationale qui pourrait être captée à travers ces mesures. Ce n'est pas tout. Nous entendons aussi réformer tous les codes spécifiques qui traitent de certains secteurs dans un souci d'améliorer un peu le contenu dans ces secteurs-là. Pensons au code des investissements qui accorde beaucoup d'exonérations aux entités et acteurs économiques. C'est louable, c'est pour promouvoir l'emploi, c'est pour promouvoir l'investissement privé, c'est pour promouvoir d'autres réalités, la constitution de réserves de change pour la Banque centrale, ainsi de suite. Donc, c'est des objectifs économiques louables qui sont derrière. Mais est-ce que les codes tels qu'ils sont aujourd'hui formalisés nous permettent d'atteindre ces objectifs-là? Se pose la question donc de l'efficacité des codes de l'investissement, des codes pétroliers, miniers, ainsi de suite. Il y a un effort à faire à ce niveau et nous entendons le faire. L'objectif qui est derrière cela, c'est d'améliorer notre effort de dépenses fiscales. Est-ce qu'on peut arriver au même objectif en consentant le moins d'exonération possible? Parce qu'il est important, quand on veut animer une économie, un taux de croissance, mais à un effort budgétaire, quand on veut que le taux de croissance se ressente dans le panier de la ménagère, il n'y a pas de secret. C'est qu'il faut faire en sorte que ces secteurs-là qui portent la croissance ne soient pas totalement défiscalisés. Si ces secteurs sont défiscalisés, qu'est-ce que cela entraînerait? Cela entraînerait qu'on ait des taux de croissance élevés, mais qu'en termes de redistribution, qu'on ne puisse pas les ressentir au niveau du panier de la ménagère. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les ménages puissent véritablement bénéficier de tous les efforts qui sont véritablement produits par l'économie nationale. Voilà véritablement ce que nous entendons faire dans ce secteur-là. Le Code général des douanes va être modernisé. Le même exercice a été fait, les termes de référence ont été élaborés. Les acteurs sont en train d'y réfléchir. Très prochainement, avec la mise en place des nouvelles équipes, comme vous l'avez suivi, on a porté de nouvelles personnes aussi à la tête de ces institutions. Et une fois que tous les passages de service ou toutes les passations de service auront été opérées, naturellement, ces missions-là seront traduites véritablement en actes concrets et permettre à notre économie de pouvoir engranger suffisamment de recettes. Nous avons une initiative encore dans le secteur douanier, c'est la traçabilité des produits. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut que les produits qui entrent au Sénégal soient retracés à travers le territoire national. Parce que des fois, on peut déclarer un produit qui doit ressortir sous forme de réexportation, mais qu'on retrouve après sur le marché local et qui passe
sans véritablement payer la contribution nécessaire au plan douanier. Voilà en tout cas sur la mobilisation des ressources internes, tous les efforts que nous entendons consolider pour pouvoir atteindre les objectifs que les autorités ont fixés au ministère des Finances et du Budget. Sur la question de l'endettement, je pense que très rapidement, la vision Sénégal 2050 apporte une réponse assez claire. C'est que aussi on ne pourra pas continuer à tout reposer sur le secteur public. L'économie, c'est vrai, c'est un secteur public fort, mais surtout en termes de régulation, en termes d'accompagnement. Ce qui fait l'économie, c'est le secteur privé. C'est au secteur privé de créer les emplois, c'est au secteur privé de créer de la ressource, de la valeur. Et donc, il faut qu'on arrive à transformer notre budget en une véritable opportunité pour le secteur privé et permettre à ce secteur privé-là d'avoir une assise solide pour pouvoir se projeter et capter d'autres réalités économiques à travers certainement le territoire national, à travers l'environnement régional, mais aussi à pouvoir compétir en termes d'efficacité et à capter toutes les opportunités qui s'offrent, même sur le plan international. C'est bien possible, nous avons ce qu'il faut, nous avons les opportunités, nous avons véritablement la matière grise pour le faire, mais il faut qu'on ait de l'audace et il faut qu'on arrive à transformer cette économie-là et à permettre à ce que ce secteur privé, dans un horizon temporel très rapide, d'ici à la fin du premier quinquennat, que nous puissions transformer l'apport du secteur privé d'une contribution très faible sur les 3/3 de contribution du secteur de l'économie publique, qu'on puisse arriver à un secteur privé qui contribue à hauteur de 1/3 au moins et laisser les 2 autres tiers au secteur public. Voilà ce que nous entendons faire. Mais sur la dette, les opportunités que nous entendons saisir s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion active de la dette. C'est-à-dire que nous avons un stock de dette, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre secrétaire général du gouvernement, qui est très handicapant pour nos économies. Comment arriver à discuter avec nos partenaires techniques et financiers de façon à ce que la dette qui nous coûte très cher, qu'on puisse la reprendre et qu'on puisse retravailler son profil de maturité. Si la dette coûte cher et que nous devons la payer dans un horizon de 3 ans, qu'on puisse, mais véritablement avec les nouvelles opportunités qui s'offrent sur les marchés, qu'on puisse réacheter ces dettes-là par des dettes qui sont moins coûteuses et qu'on puisse transformer ou étaler sur un horizon temporel qui va au-delà de 5, 6, 7 ans, ce qui nous permet de libérer des marges de manœuvre. Si tous ces efforts-là sont réalisés avec la mobilisation des ressources internes, avec la rationalisation des dépenses publiques, nous allons voir que notre déficit budgétaire va aller en baissant, en empruntant une nouvelle trajectoire de consolidation budgétaire, comme nous le disons. La consolidation budgétaire, c'est arrivé à un taux de 3%. Ce faisant, le PIB augmentant avec la croissance, on voit une inversion de la courbe de l'endettement qui va effectivement nous amener dans un horizon raisonnable, soutenable, comme le disait le ministre de l'économie, à un taux de 70% ou inférieur à un taux de 70%, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA. Sur la première question, voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse, tout en laissant le ministre de l'économie certainement apporter d'autres éléments de considération. Voilà, monsieur le ministre, je crois que vous avez, en tant qu'économiste, répondu à la deuxième question de Mme Aminatou Diallo de Trade FM.